Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous partager les risques et erreurs que vous allez pouvoir éventuellement rencontrer dans l'immobilier si vous n'êtes pas formé. Et puis je vais vous expliquer comment pouvoir y remédier, comment ne pas les avoir et comment les éviter au maximum pour pouvoir progresser rapidement sans embûches, en tout cas avec le minimum d'embûches possible pour pouvoir atteindre vos objectifs. Mais avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos et cliquez sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. Alors, dans l'immobilier, rien n'est laissé au hasard et l'investissement immobilier n'est que la conséquence de la mise en application d'un processus étape par étape. Et ça, c'est vraiment très important. Alors certes, il n'y a aucune action qui est sans risque, mais vous allez pouvoir le contrôler au maximum. Et pour le contrôler au maximum, il faut savoir comment faire. Il y a une réelle méthodologie à chaque fois. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, vous souhaitez investir dans l'immobilier, mais vous êtes tétanisé par la peur, ce qui empêche votre passage à l'action. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Moi aussi, j'avais peur au début et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui ont investi, qui ont, pour certaines, plusieurs millions d'euros de patrimoine, pour d'autres, simplement un appartement ou pour d'autres, qui sont en cours d'achat, avaient peur au début avant de passer à l'action, de faire les choses. Et c'est quelque chose d'inévitable et d'ailleurs, la peur, c'est bien parce que ça vous empêche de faire des bêtises. Ça rajoute ce côté un peu rationnel et pragmatique à votre personne et c'est vraiment très intéressant. Alors le premier risque qui est quand même assez commun, c'est de vous concentrer sur des biens que vous ne pouvez pas acheter. Très clairement, si vous recherchez des biens, si vous visitez des biens qui sont bien au-dessus du prix auquel vous avez le droit d'emprunter à la banque, vous allez perdre votre temps, vous décourager et ne pas passer à l'action. Et ça, c'est une erreur qui est très commune. Et voilà, comment est-ce que l'on fait pour savoir combien est-ce que l'on peut emprunter? On a ce taux d'endettement. Par exemple, le taux d'endettement, je reprends ce calcul très souvent, mais voilà, c'est très simple. Vous avez 1800 euros de revenus, vous avez 200 euros de crédit à conso, vous par exemple vous déduisez tous vos crédits, 1800 moins 200, 1600 euros net, on prend 33% car c'est la règle des 33%, le taux d'endettement, 33% de 1600, ça nous fait 533 euros et on sait qu'en fait c'est la mensualité maximale à laquelle vous avez le droit et on sait que 520 euros sur 20 ans, ça vous permet en fait d'emprunter 100 000 euros. Donc ça, c'est la première des choses. Faites attention à ça, calculez votre capacité d'emprunt pour ne pas vous tromper, ne pas perdre de temps et inutilement d'énergie, vous décourager ou autre. Parce que voilà, se prendre un maximum de refus dans la gueule, ça fait mal, très clairement. Et si vous avez les yeux plus gros que le ventre, comme on dit très souvent, vous allez vraiment perdre votre temps et vous n'aurez pas un seul accord puisque c'est quelque chose de complètement rêveur, j'ai envie de vous dire. La deuxième erreur que je vois assez souvent, et c'est vraiment un danger, il faut vraiment faire attention à ça, c'est par exemple les gens qui n'analysent pas le marché et achètent un bien parce qu'il y a par exemple un locataire dedans ou autre. En fait, il est très important de vérifier la demande locative d'un bien. Et pour cela, il va falloir faire une étude de marché. Au niveau de la démographie, par exemple, par rapport à notre site, vous faites de la colocation, vous voyez le nombre d'étudiants, vous faites par exemple de la location courte durée, vous allez voir si vous êtes à proximité de commerce ou autre, vous allez voir s'il y a des Airbnb dans le coin qui ont le calendrier des réservations qui est rempli, vous allez voir la situation économique des habitants par exemple, le revenu moyen, vous allez voir l'âge moyen, le moyen, vous allez voir la dynamique de la ville, si au niveau de la démographie, le nombre d'habitants augmente ou réduit. Et ça c'est vraiment très important parce que ça traduit soit une bonne santé de la ville, donc une croissance ou autre, et un dynamisme qui évolue constamment, soit ça montre l'image en fait que cette ville est de moins en moins intéressante, perd de son attractivité et en fait c'est peut-être pas si intéressant que ça pour nous au final. Une erreur que je vois assez souvent aussi, ce sont les gens qui négocient en termes de pourcentage par rapport au prix de vente et non par rapport au prix du marché. Certaines fois, on a des appartements qui sont mis en vente à 150 000 et qui en valent en réalité 110, 115 000 au maximum. Et en fait, si vous vous dites, tiens, je vais négocier 20% du prix de vente, c'est génial, vous allez négocier 20% de 150 000, ça vous fait 30 000. On arrive toujours à 120 000 si on réduit 150 de 30 000 et on est toujours à 120 000 alors que le prix du marché est de 15 000. Donc vous l'avez quand même acheté au-dessus du prix du marché, excusez-moi. Et en fait, ce qui est important, c'est vraiment d'acheter en dessous du prix du marché, toujours négocier par rapport au prix du marché. Et ça, c'est une erreur vraiment commune. Donc comment on voit le prix du marché? Très rapidement, on voit l'historique des ventes de 1, de 2, on va voir le prix moyen au mètre carré.
par quartier. Donc ça, il y a plein de sites qui vous le montrent. Et ça, c'est vraiment très puissant comme indicateur. La quatrième erreur qui est aussi assez commune, c'est de ne négocier que le taux avec la banque. Si vous négociez le taux en sachant qu'on a des taux extrêmement bas, je trouve que c'est clairement une perte de temps et se concentrer en fait sur des broutilles, comme certains aiment bien le dire. En fait, vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur l'essentiel, des choses qui vont vous rapporter bien plus d'argent, comme par exemple un report de crédit qui vous permet de payer le remboursement du capital. Vous avez payé des intérêts, de payer le remboursement du capital peut-être 1, 2, 3 ans après avoir emprunté. Après avoir commencé le crédit, vous avez par exemple le fait de rembourser sans indemnité durant tout le temps. Si un jour vous voulez faire un remboursement anticipé ou autre, c'est très puissant. Et vous avez plein de choses comme ça, l'économie des frais de dossier, vous avez plein de choses à négocier, mais principalement le report de crédit et le fait de rembourser sans indemnité. Et ça, c'est puissant. Et les gens, en fait, se concentrent surtout sur le fait de négocier 0,02 pour le taux pour cent. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que le taux est tellement bas à l'heure actuelle que le négocier un tout petit peu ne fera que quelques euros par mois de modification de 3 euros à tout casser. Le cinquième point qui représente une erreur monumentale et qui peut être vraiment très grave, c'est tout simplement de prendre un crédit à la consommation pour financer des travaux. Si vous devez prendre un crédit à la consommation pour financer des travaux, c'est que vous n'avez pas acheté largement en dessous du prix du marché et que vous n'avez pas assez mis en avant votre projet auprès de la banque, le prévisionnel, le cash flow attendu ou autre, l'étude de marché. Il faut tout montrer à la banque pour pouvoir avoir l'obtention du financement sur l'achat du bien, plus le financement des travaux. Et si vous financez les travaux avec un crédit à la conso, ce crédit à la conso déjà, il va se voir pour vos différents investissements futurs. Donc ça va vous bloquer ou en tout cas vous ralentir. De deux, vous allez payer des intérêts monumentaux plutôt. Je ne sais pas si ça se dit. C'est pas très intéressant, c'est pas très important. Mais en gros, vous allez payer beaucoup plus d'intérêts que ce que vous ne payeriez, que ce que vous auriez payé par exemple en prenant cela dans votre gros crédit immobilier classique. Et je trouve ça assez dommage parce qu'en plus un crédit conso, c'est pas sur 20-25 ans, c'est sur 10 ans. Donc vous allez payer une très forte mensualité. Ça va réduire votre cash flow sur l'horizon 2, 3, 4, 5, 10 ans. Et je trouve ça vraiment dommage de passer à côté de cela. Et l'erreur suivante, qui est assez courante aussi, c'est de ne pas déléguer pour économiser quelques centaines d'euros par an. En fait, il faut vraiment se concentrer sur notre plus-value. Notre plus-value, c'est quoi? C'est la recherche de biens rentables, l'étude de marché, l'obtention d'un financement, l'automatisation et la délégation de tout cela. Et c'est comme ça qu'on va faire un maximum d'argent, un maximum de cash et pas en essayant d'économiser quelques centaines d'euros pour s'occuper de la gestion d'un locataire, pour s'occuper d'un check-in, d'un check-out ou d'un ménage où on va économiser 10 ou 15 euros, ce qui est complètement ridicule. Alors oui, sur le court terme, vous allez économiser un peu d'argent. Ça vous payera 1 ou 2 McDo dans le mois, mais vous allez y passer plusieurs heures. Et au final, votre taux horaire est juste ridicule, est juste très bas et vous ne pourrez pas multiplier les opérations. Et surtout, quand on va scaler notre patrimoine, quand on va l'augmenter et vraiment pouvoir passer à plusieurs investissements, à gérer 5-10 biens à un moment donné, c'est plus gérable. Et c'est dommage parce qu'au final, on se dit que en n'automatisant pas et en ne déléguant pas, on va peut-être acheter 2 biens en 3 ans, alors que si on automatise et on délègue pour payer quelques centaines d'euros par an, on pourra en acheter peut-être 5, 10 en 3 ans par exemple. Ce qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus puissant, ce qui nous fait au final une moyenne de 3 par an, donc 1 tous les 4 mois, ce qui n'est pas si rêveur que ça et ce qui est complètement cohérent si vous avez une bonne stratégie et que vous êtes motivé. Un autre point qui maintenant peut clairement tuer votre future vie de rentier, qui peut clairement vous empêcher en fait d'avoir les résultats que vous attendez, les résultats souhaités quand on investit dans l'immobilier, car on investit sincèrement pour se créer des revenus supplémentaires, pour pouvoir soit atteindre l'indépendance financière, se créer un futur peut-être un peu plus prometteur que ce que nous promet le monde du salariat, en nous créant une sécurité, en nous créant des revenus complémentaires, en assurant notre retraite, l'avenir de nos enfants ou autre. Et en fait, si on achète du neuf, ce sont des biens qui ne s'autofinancent pas, ce sont des biens qui en fait, vous promettent une fausse défiscalisation. Vous allez les acheter bien au-dessus du prix du marché. Les loyers sont plafonnés comme la loi Pinel. Une fois que vous allez la revendre, vous allez encaisser une moins-value très importante et c'est problématique en fait. Et le loyer que vous allez percevoir ne couvre même pas les charges et le crédit cumulé. Donc au final, vous allez devoir rajouter de votre poche et vous n'avez pas créé en fait une rente où vous êtes créé une dépense mensuelle obligatoire. Et certes, vous allez être propriétaire d'un bien à terme, mais d'un autre côté, il y aura une moins-value importante. De deux, vous allez pouvoir ajouter pendant 10, 20, 30 ans. Et sincèrement, c'est hyper problématique. Et le point d'après complète un petit peu celui-ci. C'est qu'en fait, il ne faut pas acheter de biens qui ne génèrent
presque pas ou pas de cash flow et qui ne s'autofinance pas. Le bien doit absolument s'autofinancer, donc le loyer doit couvrir les charges et le crédit et vous n'avez pas à rajouter de votre poche. Mais voilà, un autofinancement tout juste, c'est dangereux parce que si vous avez un souci, vous devez rajouter de votre poche à vous parce que vous n'arrivez pas à mettre de côté. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un cash flow important. Donc voilà, j'en parle dans plein de vidéos, comment avoir un cash flow important. J'en parle même dans une conférence en ligne que j'organise. C'est juste dans la description. J'en parlerai un petit peu plus en détail à la fin de la vidéo. Mais voilà, c'est très important d'avoir un maximum de loyer. Et les loyers vont couvrir les charges, le crédit, la fiscalité ou autre, et ils vont même vous reverser un excédent de trésorerie. Par exemple, sur un de nos biens, sur une colocation classique, on a 1140 € de loyer, on a 3 chambres louées à 380 € et il nous reste à la fin plus de 400 €. Et sur le total de notre patrimoine, par exemple, on a 400 000 € de patrimoine qui s'autofinancent, 4 appartements, soit 13 locataires parce qu'on en a 3 de 3 chambres, 1 de 4 chambres, et on a 5 000 € de loyer, et sur ces 5 000 € de loyer, on a 2 000 € d'excédent. Donc 3 000 € qui servent à payer les charges et le crédit, 2 000 € qui servent à aller sur un compte en banque pour pouvoir être dépensés comme bon nous semble, bon semble à ma famille, et pour pouvoir aussi être provisionné au cas où il y aurait éventuellement des soucis tout simplement dans le bien. Le dernier conseil que je peux vous donner par rapport à une erreur qui est très commune, c'est de prendre du coup, ça c'est la chose à faire, de prendre une assurance loyer impayé, en tout cas de prendre vos précautions par rapport à cela. Une assurance loyer impayé, c'est vraiment important parce que ça vous permet de prendre très peu de risques et au final de vraiment pouvoir compter sur les revenus attendus. Et on est obligé de prendre ces précautions pour pouvoir progresser rapidement dans l'immobilier. On prend ces précautions dans tous les domaines. La recherche de biens rentables, l'obtention d'un financement ou autre avec des stratégies qui marchent et aussi par rapport au fait de percevoir les loyers de manière assurée, j'ai envie de vous dire, puisque vous avez une assurance. Et cette assurance pourrait y être éligible si vous avez un loyer de 500 € par exemple, il faut que la personne gagne au minimum 3 fois plus, soit 1500. Si c'est un loyer de 600, il faut qu'elle gagne 600 x 3, soit 1800. Et moi par exemple, j'ai pas d'assurance loyer impayé sur mes colocations parce qu'en fait, les étudiants n'ont pas d'argent. Les étudiants ne touchent pas de revenus réguliers, n'ont pas de CDI, ou certains sont en stage, ils ont de l'argent mais c'est pas forcément récurrent, et d'autres sont en alternance mais ce sont des tout petits revenus. Par exemple, si vous touchez 700 ou 800 € avec l'alternance, on est sur du coup des loyers qui sont inférieurs à 300 €. Si on divise 800 par 3, ça fait moins de 300 €. Donc très clairement, c'est difficile de pouvoir louer un appartement dans ce type de situation. Donc voilà ce que je vous recommande. Moi personnellement, vu que je fais de la colocation, j'ai d'autres garanties. J'ai justement les garants qui sont les parents et qui se sont, vu que j'ai fait une bonne analyse de marché, des personnes qui sont dans une bonne situation financière, car j'ai eu énormément de demandes et j'ai pu être très sélectif. J'ai aussi la caution qui représente 1 mois de loyer. J'ai aussi la CAF qui m'est directement reversée. Normalement, elle est reversée au colocataire et il me la reverse ensuite. Moi, j'ai demandé à qu'elle me soit directement reversée et ça couvre à peu près 70% du loyer en règle générale. Et j'ai aussi du coup une caution solidaire. Donc ça, c'est un système que j'ai mis en place qui permet en fait de faire payer les autres colocataires si un ne paye pas. Donc très clairement, ça met psychologiquement quelque chose en place qui fait que si vous ne payez pas, vous mettez dans l'embarras vos colocataires avec qui vous avez probablement créé une relation assez solide quand vous êtes dans une colocation très souvent. Donc voilà, en toute honnêteté, je ne le mettrai pas forcément en place si quelqu'un venait à ne pas payer, mais psychologiquement, c'est un poids. Et voilà, j'espère qu'ils ne regardent pas cette vidéo parce qu'ils vont se dire tiens, on peut ne pas payer et puis il ne nous poursuivra pas, il ne taxera pas mes amis en quelque sorte. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez compris l'importance de se former, d'avoir un réel processus et surtout d'avoir pris connaissance des erreurs qui étaient possibles et surtout de savoir comment y remédier, comment ne pas les connaître. Et voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos et cliquez sur le petit bouton à côté du bouton s'abonner, la petite cloche pour recevoir une notification à chacune de mes nouvelles publications. Aussi et surtout, mettez-moi un like si vous avez apprécié. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous êtes motivé, que vous souhaitez investir dans l'immobilier locatif. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'organiser une conférence en ligne 100% offerte dans laquelle je vais vous expliquer comment investir dans l'immobilier rentable. Je vais vous partager mon retour d'expérience, mes stratégies, comment investir en immobilier rentable. On va parler de recherche de biens rentables, de financement ou autre, de business plan et même répondre à vos questions. Donc tout cela, c'est dans la description. Vous mettez votre prénom, votre adresse mail, vous choisissez un créneau et je me ferai un plaisir du coup de vous expliquer comment investir dans l'immobilier en partant de zéro si c'est votre cas et si vous êtes réellement motivé. Sur ce, je vous dis à tout de suite dans la conférence ou à très vite durant une prochaine vidéo YouTube. Ciao, ciao!